Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le live Partnership Way. On est ravis de vous avoir pour débuter le mois de mars. Aujourd'hui, on accueille Greg de chez Splio. Salut Greg. Bonjour à tous et bonjour Hippolyte. Merci de me recevoir. Bah écoute, merci à toi. Je suis trop content là qu'on puisse faire ce live ensemble. On a eu l'occasion de pas mal échanger à la fois, bah écoute, en tant que déjà niveau professionnel entre nos deux entreprises. Puis aussi parce que du coup, tu es un membre du Partnership Club. Comme on a choisi ce sujet parce que tu nous as quelques mois reçu et expliqué tout ce que tu as fait chez Splio. Donc je vais pas commencer à spoiler, mais tu vas nous expliquer tout ça. Et on a tous trouvé que c'était super intéressant. Et l'idée, c'est de voir ensemble euh, comment on parlait d'impact au niveau partenariat. Donc, sortir juste de l'intuition pour pouvoir construire une fonction qui soit crédible et pilotée par la preuve. Pouvoir être capable de communiquer auprès des équipes en interne pour faire en sorte que le partenariat puisse devenir vraiment une vraie business unit intégrée dans les équipes. Et avant ça, peut-être, je te laisse te présenter, je te laisse le mic. Bien sûr, tout à fait. En effet, donc je suis en charge des partenariats chez Splio maintenant depuis 2022. C'est un poste, quand je suis arrivé qui était en création, quasiment en création de practice, donc on reviendra dessus. Pour présenter rapidement mon parcours, je suis à la suite de mes études, j'ai commencé à travailler dans un speakers bureau. Donc je plaçais des conférenciers, des experts de haut niveau et des sportifs et donc j'avais pour habitude de dire que j'avais de l'intelligence humaine et au fil des années, je suis rentré dans le milieu du digital et j'ai fini par rendre de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le lien, qui permet de revenir aujourd'hui sur un des sujets qui est phare, c'est, le CRM, le e-commerce, le retail en général et j'ai commencé, à goûter au partenariat, il y a de ça maintenant, 10 ans tout pile, en 2016, lors de mon intégration en tant que, founding sales, chez, une startup qui faisait de la personnalisation, avec des algorithmes. On travaillait avec des grands comptes, retail et e-commerce et et j'ai découvert les partenariats en quelques mois car, au-delà de ma fonction, de business developer, sales, très vite en fait on a constitué, des échanges entre solutions, et j'ai commencé à comprendre le pouvoir, le potentiel, très, très fort des alliances. Et donc c'est à ce titre-là que j'ai proposé de devenir, d'être en charge des partenariats dans cette société et donc par la suite, j'ai créé une société, à l'issue, d'une belle aventure dans cette, 1re start-up où est arrivé, la série A, puis ensuite au rachat, par, des anglo-saxons qui ensuite ont été rachetés par les Américains. Donc j'ai monté ma société pendant 2 ans. Les partenariats ne m'ont plus quitté puisque je considère que c'est une partie intégrante de beaucoup de métiers, finalement, de pouvoir maîtriser son écosystème et d'activer, les bons partenaires, les bons acteurs autour de soi. Ça c'est une compétence en fait, un soft skills qui doit être, largement diffusé à plein de métiers. Voilà et à la suite de cette, entreprise, qui a été une aventure entrepreneuriale malheureusement qui s'est soldée par un arrêt, de l'activité, j'ai rejoint Splio, et on m'a proposé donc, de développer la practice partenariat. Voilà. OK. J'espère que c'était pas trop long. Non, mais en vrai, c'est clair. C'est clair. Merci pour cette présentation. Attends, juste, je reviens sur un truc, c'est que, en fait, au final, toi, les partenariats, tu as appris ça, tout seul. Tu avais pas de mentor, tu avais pas de playbook, de cette manière. Tu as appris avec le terrain, Non. avec l'expérience. Ex Exactement. En fait, on a, je pense, beaucoup écouté de contenu depuis, mais à l'époque, les partenariats, c'était, on va dire, une chasse gardée des très grosses sociétés. Déjà eu l'occasion d'entendre des acteurs comme Microsoft, qui, tu as donné la parole à plein de seniors, qui connaissent très bien ces enjeux depuis des années et c'est vrai que dans les structures à taille humaine et avec l'avènement des startups, des scale-up et cetera, les partenariats, c'était vraiment très naissant. C'était naissant pour plein de raisons. On peut peut-être en parler maintenant ou après, je ne sais pas. Mais c'est vrai que personne n'a eu de formation partenariat, et surtout en fait les bonnes pratiques qui étaient utilisées, les bonnes structures d'entreprise sur les partenariats qui étaient utilisés par les grosses sociétés
était en réalité jamais applicable à des sociétés à taille humaine. Donc c'est là où il a fallu, on va dire, faire du discover du dis de la découverte, des actions qu'on peut mettre en place sur les partenariats, ce qui a de l'impact. C'est là qu'on a découvert aussi, les limites, notamment là, au côté transversal dans une société, avec souvent, un CEO qui va porter les partenariats au début, et qui va, au fil, de la croissance d'une société, on va dire, se décharger de cette partie-là, mais sans forcément décharger également pouvoir de décision. Et c'est là que souvent on crée des conflits, et que on finit par avoir une stratégie de partenariat un peu floue parce que, tout le monde s'accapare en partie des partenariats, que ce soit le produit via des connecteurs, que ce soit la partie revenu avec, des partenariats sur du support client, et également aussi sur la partie commerciale puisque on va aussi chercher des leads en vente indirecte via les partenaires. Donc, très vite, ça peut avoir une distorsion entre, la volonté, de la direction et la mise en application qui peut être parfois très morcelée. Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. N'hésitez pas à aller revoir du coup, parce qu'on a effectivement, je relais ce que tu as dit. On a interrogé, Louis et Patrick, qui étaient des anciens de chez Microsoft, qui nous ont un peu raconté du coup la genèse de qu'est-ce que les partenariats et comment c'est né chez Microsoft. Donc allez checker du coup notre chaîne YouTube, Partnership Web. Et avec Louis, on avait apporté du coup on avait surtout parlé des partenariats stratégiques. Peut-être pour commencer, selon toi, on entend souvent partenariat stratégique, certains l'abordent à leur manière et l'appliquent à leur business. Mais dans la réalité, tu vois, pour toi, est-ce que tu as vraiment des partenaires stratégiques? Si oui, Oui. Alors, quand on arrive dans une société et qu'on prend les partenariats où il y avait déjà il y a toujours de toute façon un historique, soit il est, morcelé entre les différentes équipes, soit il y avait déjà une structure partenariat et tu prends de l'existant et je pense qu'après on parlera du scoring écosystème qui est pour moi le point de départ. Mais pour revenir à ta question, oui, les partenariats historiques, c'est très compliqué à définir, parce que souvent, ce sont des acteurs avec lesquels on échange depuis toujours. Finalement, il y a beaucoup d'affinités. Tendance à dire que les partenariats, c'est avant tout du feeling ou, une bonne entente. Alors moi, je considère que c'est complètement bullshit ça, parce que, finalement, en fait, on finit par installer une relation, qui, parfois, n'est pas assez, objective et pas assez, mise en perspective sur la stratégie, la vision de la société sur le futur. Donc forcément, ça a une part importante le relationnel, mais c'est pas du tout ce qui fait, le driver des partenariats au sens global d'une entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Donc effectivement, les partenariats stratégiques, ce sont ceux qui en général ont le plus d'impact, pour sur tes clients et sur la conversion de tes prospects. Mais c'est à ce moment-là qu'en fait, on démarre le zoom et de se dire: «OK, comment en fait je fais pour faire une analyse des partenaires historiques qui sont, identifiés comme stratégiques et comment j'arrive à intégrer de nouveaux partenaires, pour la suite et qui vont potentiellement être mes nouveaux partenaires stratégiques». Donc c'est là où j'introduis cette notion de scoring de l'écosystème aussi qui est très important. écoute, ça paraît de pouvoir bien poser les bases. L'idée, c'est à chacun, la discussion. On va parler de choisir son écosystème, rendre visible du coup la valeur, en interne. Comment transformer du coup cette, fonction floue en infrastructure du coup stratégique et industrialiser tout ça, notamment en parlant de ce que tu as pu mettre en place, en termes d'outils. Et je reviens parce que j'en ai parlé du coup au tout début, mais effectivement tu nous avais parlé de tout ça, lorsque tu avais organisé un after work du coup, Partnership Club, et que tu étais revenu sur les 4 ans de la stratégie, Splio. Et ce qui était super intéressant, c'est quand tu disais, et je reprends un peu ce que tu disais, mais de, hem, hem, en fait, finalement, il y a plutôt partir de l'affinité, pour pouvoir commencer à mapper du coup son écosystème avant de commencer à regarder, avec du scoring, de voir quel du coup business apporté, qu'est-ce que ça a réellement apporté en termes de business, de chiffre d'affaires et même au-delà de ça. Je sais que du coup tu vas un peu l'aborder, pour pouvoir arriver à, c'est-à-dire en fait avec qui on veut vraiment partir avant de pouvoir commencer à industrialiser et mettre tout ça en place. Donc c'est un peu comme ça que du coup qu'on a construit, du coup l'échange. Pour commencer, let's go du coup sur cette partie. Par où on commence en fait Bah, pour créer je en vais fait peut-être, une stratégie, de partenariat solide? alors je vais peut-être commencer par introduire rapidement Splio parce qu'effectivement on l'a pas fait, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, Splio, vas-y. c'est
C'est un CRM, c'est important, je pense, pour avoir les notions après derrière qui vont être, expliquées, mais Splio, on est un acteur, historique, européen du CRM. Alors c'est un CRM marketing, donc à destination des retailers et des marques, et des distributeurs, retailers au sens large. Et on propose plusieurs modules, on propose du marketing automation, on propose des programmes de fidélité et on propose aussi une CDP qui permet d'activer, d'orchestrer un maximum de canaux en centralisant la donnée client pour mieux l'activer. Donc que ce soit des réseaux sociaux jusqu'au clienteling en magasin. Donc voilà, c'est assez vaste en termes d'activation. Et c'est comme ça qu'on pilote donc la donnée client, de nos marques. Et par-dessus, on a une couche prédictive qui permet, de pouvoir ajouter de l'intelligence et de faciliter le travail des équipes CRM au quotidien, dans, l'analyse des performances et également aussi dans les recommandations de nouvelles campagnes. Je vais m'arrêter là, mais au moins en tout cas vous avez, une base de ce que fait Splio. Splio, c'est un acteur très européen, on agit sur plusieurs pays, on a plusieurs bureaux. On a un chiffre d'affaires, qui est autour de 25 millions, 30 millions d'euros. OK, ouais, super clair. Merci pour cette, présentation. Effectivement, qui Alors, sera très utile pour cadrer. Et donc si on reprend du coup sur comment, commencer, enfin, par où commencer du coup pour choisir pour comprendre et choisir son écosystème? ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est souvent quand on arrive, à ce poste, peu importe son niveau, hein, que ce soit, partner manager, junior, senior, head of, directeur ou il y a un existant qu'il faut, prendre en compte et il y a également aussi une vision qu'il faut apporter sur le futur et on parle beaucoup de programme partenaire parce que le programme partenaire forcément c'est le graal de toute équipe partenariat. Ça permet, de driver le business avec un socle solide, mais on ne va pas sur un programme partenaire sans avoir effectivement une connaissance bien fine de l'écosystème. Et c'est là où je mets, une importance très particulière au scoring de l'écosystème. Le scoring de l'écosystème n'est pas le programme partenaire, mais il permet déjà d'avoir une vue d'ensemble. Alors et qu'est-ce que c'est le scoring de l'écosystème? Alors c'est aussi redoutable que simple. Mais c'est, une base de données, que j'ai mis en place, chez Splio dès mon arrivée, et qui, est alimentée en fait, au gré des semaines et des mois, de discussions avec les différentes équipes qui permet de référencer en fait tous les acteurs qui sont cités. J'ai mis en place, un système, donc qui permet de les classifier, pour pouvoir avoir une vue très objective de notre écosystème et commencer en fait à avoir des landscapes, des mappings, de partenaires par, par sujet de compétences, sujet d'intervention et cetera et qui puissent à la fois mélanger les agences et les techs. C'est important, il faut pas non plus démultiplier des process dans tous les sens. Donc, lorsqu'on veut faire un scoring écosystème, c'est bien d'avoir quelque chose d'assez central et effectivement de pas rajouter trop de complexité, pardon, au type de partenaire. Alors, le scoring de l'écosystème chez Splio, elle repose sur une base de données, qui permet d'avoir une fiche par partenaire. Pour chaque fiche, en fait, on a, le pitch, on a la proposition de valeur du partenaire, on a l'ACP, son uniqueness versus la compétition, les concurrents, je vais y arriver à faire du franglais. On a également aussi, la notion de complémentarité avec Splio. Si on a déjà réalisé des intégrations, ou des missions communes et également aussi, dans la mesure du possible, parfois le pricing ou les conditions de business model. Ça, c'est une fiche qui est vierge, évidemment et en fait, à chaque fois qu'on fait des rendez-vous, avec, les partenaires, on va renseigner ces données qui sont pour moi des données b.a-ba, qui doivent être synthétisées et qui doivent être, disponibles pour la totalité des équipes en interne. C'est là où j'arrive sur un sujet important, c'est que, le scoring de l'écosystème passe aussi par quelque chose de simple à diffuser en interne. Donc, on a cette fiche partenaire qui est alimentée au gré, des discussions avec le partenaire ou du futur partenaire et à cela, on va en fait adosser évidemment une catégorisation comme je l'expliquais. Donc nous, on a 3 typologies d'agences. On a, 5 catégories de tech partners, et on a également aussi des GTM spécifiques. Donc ça fait, 3 colonnes sur lesquelles on va pouvoir commencer à classifier ses partenaires et pour chacun de ces partenaires, on a un scoring qui est extrêmement simple, diffusable encore une fois en interne, c'est important
et qui permet déjà de dégrossir la totalité de l'écosystème. Je pense que quand on est partner manager, on est sur des postes qui sont ultra connectés, on discute avec beaucoup d'acteurs. On connaît cette fameuse phrase de: «Ah, ce serait très intéressant qu'on poursuive notre discussion sur un meeting, qu'on fasse des business reviews et cetera». En fait, si on fait tout avec tout le monde, on s'en sort plus et on finit par, étouffer complètement notre poste. Donc ça, c'est important aussi de prendre du recul. Et sur le scoring qu'on met en place, donc toujours pareil, c'est sur la base de données, en l'occurrence, on utilise Notion. Faire un scoring qui est basé sur le nombre de clients communs ou pas. Le Est-ce qu'on parle avec les mêmes interlocuteurs ou pas? Donc il y a 5 critères, donc nombre de clients communs, est-ce qu'on parle avec les mêmes interlocuteurs? Est-ce que, quel est le niveau de synergie? Avec, soit l'agence en termes de complémentarité de service, ou avec le tech en termes de complémentarité de use case. On va également, avoir un scoring sur l'ICP, est-ce qu'on a le même ICP? Ensuite enfin, on a un scoring qui est sur la partie, intérêt, basé sur Splio ou la trend, intérêt trend, du partenaire. Donc ces, 5 critères-là, on les note de 0 à 3, ce qui permet d'avoir un scoring assez simple. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, même quand pas on a un premier échange avec un partenaire, on peut déjà faire ce scoring quasiment en ayant regardé simplement le site et en ayant fait un bref échange. Donc c'est ça qui est important, c'est de tout de suite mettre de la data sur chacun des échanges. Très, très OK. important. Et ça, ce que tu disais, c'est que finalement, ça, c'est au départ et après tu viens l'enrichir, en fait, au fur et à mesure et Exactement. progressivement, du coup, tu as l'air de dire aussi, bah, en fait, il faut arriver à suivre, du coup, pour comprendre si est-ce qu'un partenariat est toujours stratégique ou pas et c'est quels sont les éléments que tu regardes? Est-ce que, tu pilotes ça avec, le nombre de clients communs ou le pourcentage de clients ou, est-ce que le partenaire est actif ou pas, motivé? Est-ce que, du coup, c'est le chiffre d'affaires ou est-ce que qu'est-ce que tu as, comment est-ce que tu mesures ça, en fait, plutôt dans le temps? Bien sûr. Alors, en fait, c'est donc comme je le disais, c'est un score préalable, sur 20 qui permet aussi d'intégrer, globalement si on a déjà eu, des leads, de ce partenaire et si, le partenaire a une vocation à être un peu plus ambassadeur ou plutôt neutre. Donc tout ça, c'est sur 20 et en fait, ça permet déjà de faire, un espèce de tiering des partenaires, agences et tech les plus prometteurs sur notre écosystème et ensuite on va avoir donc sur ce scoring-là qui est générique et qui est diffusé à l'ensemble de la société, on va avoir en fait chaque année une mise à jour, de ce scoring, qui est, on essaie généralement de pas le toucher tous les 4 matins. Le but du jeu, c'est d'avoir une stabilité dans la lecture de l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'on le change entre 1 à 2 fois par an et 2 fois, c'est vraiment s'il y a un gros changement, une acquisition d'un partenaire par un autre et cetera. Mais globalement, on va essayer de changer qu'une seule fois et en fait, on va surtout aussi l'adapter par rapport, à notre tiering qui est dans le programme partenaire, à savoir les acteurs qui, vont être les plus, présents dans l'impact sur les clients ou sur le new biz. Bien entendu, ça peut évoluer, partenaire ou un non partenaire décidé, d'il y a 5 ans peut devenir aujourd'hui, l'inverse. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir l'évolution sur ce scoring partenaire, dans le temps. Ce qui est important, hein, je le disais plusieurs fois, un scoring pardon écosystème, c'est très important parce que c'est la base de connaissances centrale dans l'entreprise. On parlait tout à l'heure du fait que la fonction de partenaire, elle est, souvent quand on arrive, elle est mise dans une case. Donc souvent, évidemment, c'est, rapporte-moi du lead. Mais il y a plus que ça. Il y a, comme je le disais, il faut quand on est partner manager, il faut pouvoir se réapproprier, on va dire le leadership de la connaissance de l'écosystème, heu et heu et c'est en cela qu'en fait, de mettre en place un scoring qui est, adopté et appliqué pour toute la société, ne va pas, on va dire, bouleverser le scoring potentiellement qui est utilisé par le produit pour, prioriser un connecteur, ne va pas bouleverser, heu d'autres éventuels, usages des partenaires, sur d'autres, équipes. Mais par contre, c'est une base centrale où en fait, j'ai décidé par exemple chez Splio de mettre l'ensemble des liens, vers les projets partenaires qui sont liés aux produits, au product marketing, CS, Customer Success CAM, aux sales et cetera. Et donc en fait, tout le monde, se raccroche à, cette base, de l'écosystème.
c'est très important d'avoir une base commune de travail, de compréhension. C'est là où en fait on commence à apporter en fait une lecture plus, générique du partenariat dans une entreprise aussi et pas simplement, faire la classification des partenaires qui apportent le plus de leads. C'est important, aussi parce qu'à partir de cette de scoring écosystème forcément, on va pouvoir nourrir le product marketing sur, la création de one pager partner, de création de cas d'usage et tout ça en fait vient d'une base de données, centralisée qui permet d'identifier, ben, les partenaires avec le plus gros potentiel sur l'écosystème. Voilà. OK. Et donc ça, par J'espère que exemple, j'ai pour été avoir clair, une hein? ouais, mais du coup, peut-être pour clarifier encore plus, c'est que donc tu parles de vision commune, d'aligner du coup les équipes et pour ça, qu'est-ce qu'il faut mettre, en place, par exemple, comme logique, qui parle du coup à tout le monde? Je sais que du coup, quand tu avais préparé, tu parlais tu vois, de logique, de regarder du coup l'impact finalement, des partenariats, et que ça parle du coup à chacune des équipes. Qu'est-ce que toi aujourd'hui, quels sont les résultats ou l'impact que tu mesures avec tes partenaires? Ouais, tout à fait. Bah, c'était un des Et points. juste un point, est-ce que tu peux juste mettre le ton téléphone en silencieux, Autant s'il te pour plaît? moi, Ouais, t'inquiète, pas de forcément. souci. En effet, En mode, qu'est-ce qu'il faut mettre tu vois, qu'est-ce qu'il faut mesurer ou mettre en place du coup pour avoir une lecture vraiment globale, qui s'applique à chacun et que chaque équipe puisse voir: «Ah OK, en fait, les partenaires, finalement, c'est pas juste du chiffre d'affaires ou, c'est ils ont un impact en fait auprès de, mes objectifs, tu vois, mon sujet en tant que sales, marketing». bien sûr, bien sûr. Donc là, ouais, donc je clôture le chapitre, sur le base de données écosystème et son scoring, mais qui encore une fois pour moi est la base fondamentale de tout projet, lié à l'écosystème, pour la société. Donc en effet, quand je suis arrivé, heu on avait, la mission d'aller chercher du lead côté partenaire, et c'est d'ailleurs dans le pitch de l'invitation aujourd'hui, que tu as diffusé, c'est, pourquoi en fait le chiffre d'affaires n'est pas toujours le meilleur KPI pour, évaluer le partenaire. Quand je suis, heu, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait un usage très différencié des partenariats. Le marketing, souhaitait avoir plutôt des partenariats qui sont plutôt influenceurs avec, une prise de parole, assez forte sur, des nouveaux concepts qui drive, qui drive le marché. Il y avait, l'équipe, CS qui avait plutôt envie, qui utilisait en fait naturellement, qui recommandait des acteurs, agences, freelance, ou solutions, qu'elles avaient l'habitude de connaître, parce que, ben, parfois, il fallait, proposer un acteur qui allait augmenter la proposition de valeur de Splio ou bien, simplement à ajouter une couche de conseil au-delà du customer success, sur de la stratégie ou de la délégation opérationnelle de pilotage de CRM et cetera. Le produit évidemment qui scorait ces connecteurs. Dans beaucoup de sociétés, bah, va me chercher d'abord une liste suffisante d'éligibles pour pouvoir de clients qui le demandent ou alors de prospects pour lequel on a perdu du chiffre d'affaires et ensuite je te ferai quelque chose. Voilà, donc on a une lecture qui est très morcelée de ça. Et il fallait rajouter de la data dessus. C'est super important de rajouter de la data pour alimenter en fait tous ces besoins différents, mais en même temps, quand je commence, le sujet de cette façon, par où comment on s'y prend, par où on commence et effectivement ça peut devenir vite le fouillis. Donc ce que, j'ai mis en place, ça a pris 6-7 mois de tests pour pouvoir valider un modèle à peu près. On a mis en place en fait un partner impact, qui permettait de comprendre l'impact des partenaires à tous les niveaux sur les clients et les prospects. Donc, le partner impact, en fait, c'est, le fruit d'écoute sur, toutes les demandes qu'on a en interne de tous les services, et également aussi des sollicitations des prospects des clients. Et en fait, j'ai listé, une trentaine de sujets différents que j'ai, résumés en 7 patterns. Les 7 patterns, c'est, le les informations partenaires qui sont à valeur ajoutée, donc ce que j'appelle moi les signaux faibles, où ils vont nous donner des informations, marché, éventuellement sur un prospect qui a un projet, mais également aussi sur, ah bah,
potentiellement votre concurrent, il a fait ci, il a fait ça et cetera. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est, l'influence des partenaires sur les clients et souvent là, on est en train de parler de recommandations. En fait, est-ce que, mes partenaires nous ont recommandé, auprès de prospects de clients? On Il y a un 3e pattern qui est, les demandes, d'action auprès de l'agence, pour pouvoir s'aligner, ou alors l'agence aussi qui nous demande, des choses, hein. En gros, globalement, c'est ce pattern-là, c'est l'interaction avec une agence qui est souhaitée, que ce soit demandé par l'agence ou demandé par les équipes en interne. Le 4e pattern, c'est la recommandation d'un partenaire, pour couvrir un cas d'usage client prospect que nous on ne propose pas. En tout cas, la recommandation d'un connecteur et ensuite on a donc, en position 5 et 6, le contrôle d'un projet CRM ou le contrôle d'un écosystème au sens large. En l'occurrence pour Splio, typiquement, lorsqu'il y a un changement de système de caisse chez un client, c'est un impact potentiel sur comment, la donnée arrive dans le CRM. Donc c'est important de pouvoir, mesurer, ce type de d'impact et le troisième point, c'est le co-selling, c'est-à-dire, les nombres de fois en fait, on a dû faire une commune avec un partenaire, que ce soit agence ou tech, pour pouvoir en fait vendre soit en cross-sell, upsell, soit en newbies, auprès des prospects des clients. Donc on a mis en place donc 7 patterns que l'on, permettait de renseigner sur, le CRM, sur toutes les compagnies, donc compagnie égale client et sur tous les deals et deal égale prospect. Donc 7 Attends, tu patterns peux redonner ça du coup en fait, c'est, finalement ouais, dans ton CRM, tu as à la fois du coup les clients, tu as à la fois du coup des comptes du coup partenaires. Tu vas mmh, lier du coup les comptes clients aux comptes partenaires et aux comptes partenaires du coup tu vas mettre ces patterns, si j'ai bien compris, ça pour donner de la visibilité, aux programmes partenaires auprès de tes équipes, puisque tout le monde en utilise le effet. CRM, En fait CSM, marketing et cetera. En fait il y a 3 champs qu'on a, mis en place avec l'équipe Ops, mais franchement, enfin, c'est des choses que vous pouvez faire aussi, peu importe le niveau d'équipe, Ops ou pas du tout. Mais on a un champ qui permet de sélectionner le pattern, en l'occurrence les 7 patterns que je viens de citer. Évidemment, sur des patterns propres à Splio, mais vous pouvez définir vos propres patterns selon votre activité. On a un deuxième champ qui permet de définir le niveau d'impact et en l'occurrence, on a un niveau d'impact soit, low, mid ou high. Donc forcément, ça permet de croiser l'influence du partenaire, donc selon ces 7 patterns. Ensuite, l'importance de cette influence, et enfin, on a en troisième champ le détail, donc c'est-à-dire quel partenaire est concerné par, les patterns. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est J'ai pas que compris, quel alors quel quel quoi? oui, on a un champ qui permet de sélectionner le pattern, un champ qui permet de sélectionner le niveau d'importance, de faible à élevé. Il y a un troisième qui permet de renseigner le partenaire en question ou les partenaires en question qui ont été, mobilisés. Et donc ça permet en fait pour chaque, sur les clients et sur les prospects, d'avoir, qu'est-ce qui a été réalisé quel est le niveau d'influence et qui était le partenaire finalement, voilà. Donc Et ça ça, tu le c'est remplis à la un main? alors, on le remplit à la main, bien sûr. Alors évidemment, après l'intérêt, c'est de bien sûr, on le remplit à la main. Tu voulais qu'on le remplisse comment, Hippolyte? Non, je sais pas, est-ce que tu avais peut-être des notions, parce que comme tu disais que tu avais un scoring, est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais arriver à l'automatiser ou aujourd'hui c'est vraiment plutôt, Bah, de la perception en fait, en fonction des échanges et ce que tu disais donc, avant c'est, en fonction de en fait, on a une grille. En gros, je sais pas comment c'est orchestré chez les autres compagnies, mais nous, sur la partie ops, en fait, on a des bibles, Sales Bible, Partnership Bible. En fait, on va renseigner tous les critères qui permettent de structurer comment le CRM est organisé, quelles sont les étapes, qu'est-ce qui permet, de faire des scorings et cetera. Et donc en fait, on a une grille de lecture qui permet de savoir, selon le pattern et selon l'importance, comment on renseigne, dans le CRM, voilà. Mais en fait, le plus important, c'est de se dire qu'en fait, en 3 clics, on a renseigné un impact partner, ce qui est très fort. Habituellement, dans les sociétés, c'est un sujet qui est infernal à mesurer. On va avoir des notes dans tous les sens, et finalement, en fait, on a du mal à rassembler et à centraliser. D'où le fait d'avoir mis un partner impact directement au CRM avec 3 clics, ce qui permet, en fait, tout de suite d'avoir de la donnée en permanence et sans se poser de questions. ouais, OK, c'est clair. Ça, c'est important.
je vais rajouter un niveau de complexité à ce moment-là. Donc comme je l'ai expliqué, ça permet en fait de savoir, quels acteurs on recommande avec ou sans connecteur. Mais du coup, vous allez comprendre vite, hein, mais forcément, au bout d'un moment, quand tu commences à recommander un partenaire sans avec lequel tu as pas de connecteur et tu te rends compte que in fine, tu la recommandes à 10 de ta base, client, ça c'est un gros indice, pour nourrir l'équipe projet derrière. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a d'abord un scoring écosystème, ensuite on applique un partner impact directement dans le CRM qui permet d'avoir de la donnée, des signaux faibles qu'on ne saurait pas mesurer autrement et qui souvent sont des gros pains dans les sociétés. Et ensuite on va rajouter un tout petit point de complexité. C'est que, avec ce partenaire, on a voulu en fait mesurer le réel impact, du partenaire en termes de chiffre d'affaires. Parce que là, jusqu'à présent, on a donné, OK, quels sont les formats d'impact d'action du partenaire sur ces 7 patterns et on a donné un niveau d'importance. Donc ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça nous permet de savoir sur combien de 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 clients, en base et sur combien de prospects, closés les partenaires sont intervenus. Ça nous permet d'avoir des chiffres très intéressants au-delà simplement du nombre de leads apportés, pardon. Et en plus de ça, on va y ajouter un petit détail qui est, le fait qu'on va, weighter, hein, le niveau d'influence. Tout à l'heure, je parlais des 3 niveaux d'influen 3 niveaux d'impact, entre faible et élevé. Ce qu'on a mis en place avec l'équipe Ops, c'est qu'on s'est dit que quand, le partenaire impact, il était faible, il y a une attribution du chiffre d'affaires, soit du closing, sur le deal, soit du chiffre d'affaires du client, qui est de l'ordre de 10. Lorsqu'il est mid, il y a une attribution du chiffre d'affaires de l'ordre de 25. Et lorsqu'il est élevé, il a une attribution du chiffre d'affaires de l'ordre de 50. C'est-à-dire que l'action générée par le partenaire, ou en tout cas le résultat via le partenaire, a une influence directement sur le chiffre d'affaires global des compagnies en question. Mais derrière, on va y mettre une pondération qui permet de faire une attribution au partenaire réel sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, j'espère que j'aurai des questions dessus. Et ce qui est important, c'est de vous donner aussi, peut-être des éléments de pourcentage, parce que c'est très enrichissant. Vous allez voir en fait que là, on ouvre la boîte de Pandore à de passer à partner manager qui doit aller chercher du lead à, en fait, je commence à créer une vraie BU et simplement, il y a la création de valeur par l'apport de lead et de closing, mais il y a aussi la création de valeur par l'attribution, d'une compagnie et finalement, en fait, moi, je considère que, on doit passer les partenariats à une business unit qui a une partie de revenus, générés et une partie de revenus attribués parce que, en fait, on a plein de signaux faibles partout, comme je l'ai expliqué grâce à ce Partner Impact, qui sont diffus, mais qui ne permettent jamais de piloter et pas de prendre de décision. Donc là, il faut en prendre. Aujourd'hui, chez Splio, par exemple, je vais pas citer des chiffres en euros, mais on a, à peu près, 15 de la base client qui est impactée par les partenaires. Sur cette base de 15 en fait, vous allez vous rendre compte très vite que généralement, c'est plutôt la base qui a le plus de risques d'avoir un churn ou d'avoir une incidence. Et évidemment, on va solliciter les partenaires toujours pour avoir, comme je l'expliquais, il y a les patterns, des insights, ou alors recommander un partenaire pour pouvoir ajouter du service ou ajouter une proposition de valeur via un connecteur ou autre. Et donc en fait, finalement, le partenaire impact sur la partie client, il est très fortement lié aussi à dérisquer le churn et c'est là où vous rentrez dans une autre dimension. On n'est pas simplement aller chercher du lead, on va aussi à mesurer l'impact direct sur la conservation de l'ARR d'une compagnie. Et là, on arrive sur, je pourrais en parler pendant 1 heure, donc malheureusement, on n'a pas assez de temps, donc je vais essayer d'être court. Mais globalement, c'est ça qui est intéressant de comprendre. Et on arrive à avoir l'impact sur le chiffre d'affaires global des clients, donc généralement de l'ordre de 15 et ensuite une attribution du chiffre d'affaires qui est directement lié au service du partnership chez Splio. Petite autre information, c'est sur la partie business, donc sur la partie des deals, parce qu'on a en fait dupliqué les mêmes patterns, les mêmes niveaux d'influence. Et lorsqu'en fait
un deal n'est pas apporté par le partenaire, on est souvent sollicité, sur de l'influence, en tout cas sur de l'aide à la conversion, et c'est à ce moment-là que je vais également aussi pouvoir enseigner ce Partner Impact, qui permet en fait, pour les mêmes 7 patterns d'aller, en fait, avoir une attribution, du closing qui est influencé par le partenaire, même s'il n'est pas généré par le partenaire. Et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on va en fait le travail généralement qui est assez fastidieux, d'aider, des équipes, alors que le lead vient du marketing, du sales outbound, ou d'autres, ou des équipes SDR et cetera. Mais en fait, on va pouvoir mesurer l'impact des partenaires, même si c'est pas le partenaire qui a apporté le deal. Et ce que nous on a observé en fait en mesurant ces patterns-là, c'est que, plus on a, renseigné le scoring de l'écosystème, plus on a diffusé en interne, la connaissance sur l'écosystème, et plus en fait notre part de co-selling a augmenté. On est passé de 5 à 15-20 aujourd'hui de co-selling sur le newbies, ce qui est extrêmement fort, et ça on l'aurait jamais mesuré, si on n'avait pas un partenaire impact. Et ça, c'est intéressant, c'est que du coup, avant de passer aux questions, parce que je vois que dans la discussion, on avance pas mal et je fais juste une parenthèse, n'hésitez pas, à poser vos questions du coup dans le chat si vous avez si vous avez, besoin que Greg revienne du coup sur des éléments précis ou si vous avez des questions du coup à lui adresser par rapport à son système. Bref, et pour revenir du coup, Greg, en fait, super intéressant de voir du coup effectivement tout le scoring et l'impact que tu arrives à voir, de tes partenaires et de pouvoir avoir, du coup juste une attribution qui n'est pas juste du source de l'influentiel du coup des partenaires sur toutes les étapes à la fois du closing mais même après, pour éviter, l'anti-churn et cetera. Mais ça demande de cette manière d'avoir une grosse adoption, en interne et donc, peut-être est-ce qu'on peut préciser du coup là-dessus, comment est-ce que toi tu arrives à justement adopter, heu en interne, je sais pas avec tu vois, soit des communications, soit avec, en ciblant du coup peut-être des champions, dans les équipes? Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que les partenariats soient visibles, heu Bien sûr. soit visible, sur la continuité et pour pouvoir engager du coup toutes les équipes. Bien sûr. Alors, on a parlé, de la base commune du travail qui est, le scoring de l'écosystème. Ensuite, on a parlé, en fait, de la mesure de tous ces signaux. D'ailleurs, j'ai tous les pourcentages si ça vous intéresse, en question-réponse, des 7 patterns, parce que ça, c'est ultra intéressant aussi d'avoir les pourcentages. Donc la mesure de ces signaux faibles qui permettent d'avoir de l'attribution sur les RR, nouveaux ou, existants, pour pouvoir, augmenter aussi et faire prendre conscience en interne et au plus haut niveau, au COMEX, de l'importance de l'influence des partenaires, et d'où le fait de capitaliser dessus et de consacrer du temps dans chacune des BU, chacune des équipes, du produit, jusque, aux équipes client facing, d'impliquer, le partenariat dans toutes les actions possibles. Donc ça, c'est une début de réponse. Et en fait, donc effectivement, pour arriver à tous ces travails-là, donc base de travail commune, base d'analyse commune, derrière, il faut effectivement être en capacité de recevoir beaucoup d'informations, et souvent, c'est un des premiers pains du partner manager, qui, en arrivant, au bout de 6 mois, en fait, il est complètement asphyxié. Il y a des demandes dans tous les sens. En plus, il faut gérer le lead et cetera, la génération de lead, donc voilà, c'est compliqué. SPO, on a mis en place un système très simple, c'est un écosystème desk. C'est à peu près le même principe que le support, que ce soit, allez, je vais faire de la pub, Gorgias, Zendesk, Intercom, Crisp, j'en cite que 4, j'espère, Easyware 5. Voilà, donc 5 acteurs, du marché. Et en fait, on a mis en place un écosystème desk qui permet de centraliser tous les demandes, peu importe d'où qu'elles viennent. Et aujourd'hui, que ce soit du produit, du PMM, du CS, du sales, même niveau Comex, on pose les questions dans, l'écosystème desk, et en fait, ça nous permet d'avoir, déjà, on évite d'avoir des doublons en questions, sur des questions structurelles, et en fait, ça nous permet d'avoir, un seul point d'attention. Déjà, toutes les équipes ont un point d'attention aussi sur les demandes qui sont adressées dans ce desk. Donc ça permet d'avoir un enrichissement, de façon, heu, excuse-moi, j'ai pas le terme, mais de façon, brute, en continu. Et en plus de ça, pour nous, derrière, ça nous permet de déverser toutes les demandes qui sont effectuées dans une base de données, qui nous permet, nous, derrière, de pouvoir la classifier très rapidement et d'y apporter une réponse tout de suite. Voilà, donc ça permet de désengorger, et surtout ça permet d'identifier, au même titre que le partner impact,
les formes de demandes qu'on peut avoir, au quotidien, heu et heu et en fait, on a, par exemple, chez Splio, bah, à peu près 200 demandes par an dans l'écosystème Desk, donc centralisées dans un seul channel Slack, pour donner aussi les outils, déversées dans un tableau Notion, hein, je l'expliquais, et en fait, on a plusieurs types de on a, mis en place au fil du temps, en fait, des recommandations sur étagère. C'est-à-dire que, on a une trentaine, de sujets, de thématiques, que ce soit sur, les agences, des freelances à recommander ou, des acteurs à recommander sur, de la gamification, par exemple, ou sur, tout autre, dispositif, qui est demandé par en interne. En fait, on a des fiches prêtes à l'emploi, des emails de recommandations partenaires, par exemple, qu'en fait, on a juste à transférer le lien, et en fait, on a répondu à la question, mais on a aussi traqué grâce à la base de données. Donc en fait, rien n'est perdu, tout est gardé et surtout, on optimise les réponses, et on évite d'avoir les, multiplications de 1/2 heure de calls, en interne pour répondre, de façon individuelle à plein de sujets. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite également, bah, sur les 200 demandes qu'on a, on en traite 80 de façon quasi automatisée grâce à ces systèmes en fait de traitement des sujets. Donc ça fait 4 ans maintenant que je travaille à compléter en fait les recommandations de partenaires sur étagère et on a 20 qui sont aujourd'hui, donc on a un taux de réponse là qui est de 80 de façon automatisée, parce qu'on a déjà la réponse. Il y en a 20 qui sont en fait les signaux faibles les plus précieux, qui vont en fait être globalement les nouveaux connecteurs potentiels, les problèmes d'accompagnement autour du client qui vont nous permettre de mieux travailler sur, une proposition de valeur avec des agences ou d'identifier de nouvelles agences, et surtout aussi des signaux faibles qui vont nous permettre de nourrir la roadmap produit. Parce qu'en fait, ces signaux faibles-là, ces demandes que nous avons dans l'écosystème Desk, bah, c'est souvent en fait du futur. C'est, ben, aujourd'hui, je donne un exemple, le QR code est revenu à la mode. Il y a 10 ans, c'était fichu. Enfin, en tout cas, c'était moins utilisé. Aujourd'hui, dans le CRM, on parle de VMS, donc Voice Mail, System. Tout ça, nous, clairement, c'est pas dans les sujets qu'on évoque, au quotidien. Par contre, ouais, on commence à avoir des petites demandes et ça fait partie de ces 20 là qui feront 80 derrière de traitement en interne, soit avec le produit, soit avec les équipes delivery, soit avec l'équipe client facing et soit avec du discovery de nouveaux partenaires potentiels à intégrer dans notre scoring écosystème. Donc, scoring écosystème, partner impact, écosystème desk, hop, et on revient et on met à jour le scoring de l'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est de construire un système interne, vertueux, qui va du produit au revenu, qui permet d'alimenter le contenu et la data. Ça, c'est le plus important, comme je vous le disais, et qui permettent de passer de simplement de poste à aller chercher des leads à BU et finalement, en fait, structure transversale complète qui nourrit l'ensemble, des services. Donc ça, c'est vraiment important, et ça se fait aussi par le fait de ne pas mesurer uniquement la création de valeur, mais aussi l'attribution de valeur du partenariat à l'ensemble des actions qu'ils peuvent mener, au travers des connecteurs, des accompagnements clients via les agences et également aussi du co-selling via les prospects, voilà. Donc j'espère que c'était clair. Mais voilà, on pourrait en parler pendant 4 heures. Voilà, en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de créer un cercle vertueux, de ne perdre aucune data et de la rediffuser en interne pour qu'elle soit bien et casser Ouais, forcément ces silos. ouais, j'aime bien du coup, un peu la conclusion que tu donnes de dire finalement tu crées un cercle vertueux de un tu scores. Et donc, c'est un peu la base, et ça, t'as pas besoin du coup de data, entre guillemets, enfin d'historique du coup pour le faire. Tu peux commencer déjà à scorer avec, les éléments que tu nous as donnés sur, complémentarité, sur, effectivement typologie de partenaire et cetera. 2, c'est de lancer et d'avoir un réel impact qui n'est pas juste du chiffre d'affaires, mais en donnant du coup les 7 patterns du coup que tu nous as donnés pour pouvoir après commencer à scaler, à inscrire ça dans le marbre, dans un CRM, construire, du coup ton, ce que tu as appelé ton écosystème desk, pour pouvoir automatiser, scaler, et diffuser du coup l'information en interne pour pouvoir, après rescorer du coup au départ. C'est un bon point. C'est un bon sujet. Merci beaucoup, En Greg, fait du coup, pour partager. mmh, non, non, c'est bon, j'en reste là. J'ai peut-être oublié quelques éléments, mais c'est pas grave. On pourra poursuivre la discussion si jamais il y a des envies d'en discuter au-delà
du webinaire. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas à contacter, Greg et on va peut-être commencer, je vois qu'il reste, il y a une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre du coup dans le chat. Et on a Lisa qui pose la question. Après, je sais pas du coup si tu peux le faire ou pas, mais qui demandait est-ce qu'il y avait la possibilité, tu vois, de partager, tes fiches, les fiches en question dont tu nous as parlé? Il y a rien de confidentiel, et bien sûr je peux les partager. Dans ces cas-là, peut-être, Lisa, je t'invite à prendre à prendre contact avec Greg et peut-être que du coup, vous pourrez vous partager, tu pourras lui prendre quelques minutes, voilà, exact. Tu lui envoies un message sur LinkedIn et puis il te montrera, ses fiches Bien sûr, partenaires. ouais, surtout que ça, c'est un point important, tout le monde fonctionne avec des outils différents, Notion, SharePoint, Google Drive et cetera. Chaque équipe va avoir une petite information sur le partenaire en question, que ce soit une agence, de l'équipe delivery qui va travailler avec une agence, l'équipe produit qui va travailler potentiellement avec, des partenaires tech. En fait, si tu centralises pas ces informations-là, au-delà d'un PRM qui est très orienté business généralement, bah, en fait, tu perds la main sur les informations et tu finis par appauvrir ton pilotage partenariat. C'est ça qui est important de retenir. Donc d'où le fait d'imposer, alors imposer, c'est entre guillemets, mais de devenir légitime, par la force des choses en interne à cette centralisation qui est importante. Je suis d'accord avec toi et surtout, je mettrais un peu un point au départ. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à être présent là, enfin, pour prouver en fait les partenaires internes, il faut être présent là où sont présents les équipes. Donc bon, c'est bien Oui, parce qu'on utilise Notion, mais du coup, si ton Notion est complètement isolé, il faut arriver à progressivement, créer du coup, ton mapping, 2, essayer de créer une bibliothèque où c'est un peu l'extension, je dirais, ou la transformation de ta database, vraiment à destination des équipes CSM pour comprendre qui sont les partenaires, mettre du coup tu vois, la proposition de valeur, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour moi, et cetera, et de remettre ça. Et puis, effectivement, de mettre ça dans le CRM pour que tu puisses avoir accès, puisse progressivement, en fait, lier avec des dashboards. Et en fait, quand vous aurez prouvé la valeur et l'impact des partenaires, là, ce sera beaucoup plus facile d'emmener les équipes vers vos outils. Mais il faut leur prémâcher et faciliter le travail avant de commencer à leur demander de se dire, OK, bah, donne-moi un coup de main sur ça, il faut que tu viennes dans un PRM, et cetera. Parce qu'en fait, ils le feront jamais. On a une, question, de Thomas qui demande quelles sont les ressources RH budget qui sont allouées à l'équipe en ordre de grandeur? alors, c'est une bonne question. Alors chez Splio, on j'ai évoqué à peu près le chiffre d'affaires qu'on faisait, et bon, c'est assez facile de trouver le nombre de personnes, voilà, on est autour de 170-200 personnes. Hem, Aujourd'hui, le budget, il est plutôt hosté au niveau revenu global, et donc moi, je pilote pas un budget en tant que tel. Par contre, je donne mes envies, évidemment qui sont ultra structurées, pour, l'année, en cours, et donc à savoir sur les événements, sur le co-marketing et cetera, et cetera. Et donc c'est une part qui est globalement plutôt gérée côté marketing, chez nous. Et dans le budget marketing, il y a une part qui est allouée au partenariat. Parce qu'on a encore côté budget, on va dire un pilotage, on va dire globalement produit et revenu. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais après un ordre de grandeur, ça va être, heu, que je dise pas de bêtises, mais autour de 50 à 100 000 € à peu près, pour un pays, OK, ouais, c'est je clair. précise. On on a une question de Grégory qui nous demande du coup quand tu parles de desk, c'est quoi, exactement? Comme je le disais, le desk en fait, c'est le nom qui est défini qui définit le process de centralisation de l'information, donc de toutes les demandes qui sont effectuées en interne, et qui conduisent par une action partenaire in fine, donc par les équipes partenariat, et donc l'écosystème desk, c'est un channel Slack qui permet de centraliser toutes les questions de toutes les équipes, en interne. J'espère que j'ai répondu à ta question. Derrière, le fait de centraliser, ça permet de comprendre quelles sont les demandes récurrentes, sur des recommandations partenaires, sur des aides, pour monter sur des closings et cetera. Et en fait, tout ça, c'est, quantifié.
Donc ça permet d'avoir aussi une ventilation des ordres de mission, de travail, des pourcentages de ce que nous, on est amené à faire au quotidien. Et souvent, le partner manager, il a du mal à définir sa fiche de poste parfois et le temps passé sur chacune des importances. En fait, l'écosystème desk permet de comprendre un petit peu comment nous on travaille et vers quoi en fait on doit mettre notre énergie, en tout cas ce que demande réellement la société versus la fiche de poste que tu peux avoir habituellement. Donc ça permet de faire des ajustements organisationnels, et aussi d'automatiser les points qui sont les plus, redondants. Souvent on a un sujet, quel est, tu peux m'expliquer ce concept ou en tout cas ce partenaire? Ah non mais ça, il faut automatiser. On n'a pas à être sollicité tous les 4 matins sur, expliquer, présenter un partenaire. Ça doit être accessible facilement, compréhensible, d'où le scoring et cetera. Donc en fait, au travers de l'écosystème desk, on centralise et on redirige progressivement vers les bons endroits qui permettent d'avoir les réponses. Donc, comme je disais, soit la base de connaissances, donc, ce que j'appelle, la recommandation sur étagère des partenaires, soit sur les fiches qui sont dans la base de données, qui d'avoir accédé à toutes les infos. Voilà, mais en gros, l'écosystème desk, ça centralise et ça, rationalise les réponses. OK, et ça, J'espère que du coup, j'étais plus clair. pour essayer de clarifier encore plus et pour se représenter ce que tu appelles écosystème desk, c'est, j'imagine, heu, un ou des canaux Slack sur lesquels ils peuvent te poser des questions et sur Un lesquels tu seul. as, j'imagine, alors un seul du coup, sur lequel j'imagine tu as un robot qui te permet de pouvoir automatiser certaines questions, ou enfin, il Non, remplit sa forme aujourd'hui et il y a une aujourd'hui demande. aujourd'hui on aujourd'hui on est plutôt sur une question ouverte, mais qui est déversée automatiquement parce que maintenant, avec, les connecteurs d'outils, c'est très facile. Donc on déverse dans une base de données sur Notion, qui permet de catégoriser. Progressivement, l'objectif à terme, c'est de pouvoir en effet pouvoir commencer à catégoriser au même titre qu'un support client, les demandes. Après, moi je suis assez contre de trop, standardiser ce type de choses parce qu'en fait, on passe à côté des signaux faibles. J'ai fait de ma vie entière un combat, pour capter des signaux faibles. Je suis un fan des signaux faibles et donc il faut arriver à automatiser sans trop non plus orienter, la totalité des sujets, par, quelques maigres suggestions. Voilà, donc au-delà des patterns, hein, sur le partner impact, dans l'écosystème desk, les questions sont assez ouvertes pour l'instant et on verra à terme avec les outils aujourd'hui qui sont à notre disposition et puis l'IA, on verra à terme si on structure un peu plus et si on automatise un peu plus les réponses. Clairement, ça reviendra à faire un outil dans un outil, donc faut aussi savoir trouver ses limites pour pas complexifier un système qui ne pourrait pas tenir, sans quelques personnes ou autre. Voilà, ça, c'est aussi important. Ouais, bien sûr, et du coup, c'est OK, donc ce que je comprends, c'est vraiment, donner du coup de l'information sur les partenaires. Hem, OK, et ce qui, toi, permet de pouvoir Identifier automatiser. Et identifier tous les sujets qui nécessitent en fait un traitement sur mesure. Comme je le disais, quand on mesure dans le Partner Impact qu'on a fait une action auprès d'une agence, c'est 25 de nos actions, par exemple, aujourd'hui. Comme je le disais, on mesure ça. 25 de nos actions, en fait, elles viennent, notamment par l'écosystème Desk aussi, où on va nous dire: «Beh, là, j'ai besoin de discuter avec cette agence-là, j'ai pas la main, comment tu peux m'aider?» Et parfois, c'est, le client va me recommander tel, acteur ou il m'a posé une question sur tel use case. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et souvent, on a la réponse. Quand on n'a pas la réponse, c'est les fameux 20 qui nous permettent d'anticiper le futur, de nourrir potentiellement, le produit sur les nouveaux connecteurs et ou d'aller travailler, des nouveaux cas d'usage avec des partenaires. OK. Eh ben, c'est trop cool. Je vois que du coup qu'on arrive à la fin, donc il y a pas plus de questions. En tout cas, est-ce que tu as peut-être un dernier mot sur, en une phrase là, ce qu'un partnership manager devrait, s'il devait retenir une chose de cette discussion? Ces discussions, comme je le disais, pour moi, alors si je parle à un partnership manager, le plus important, c'est de, mettre en place, un système qui est le vôtre, hein. J'ai décrit le nôtre. Évidemment, il y a des choses à prendre, des choses à pas prendre, mais le plus important, c'est de voir long terme. Évidemment, on ne court pas après les leads, sinon si on court après les leads, on a une vision très court-termiste et on ne construira jamais une stratégie partenariat qui est, ambitieuse et qui nourrit la totalité d'une société. Vous devez penser structure, vous devez penser réellement transversal et ne pas simplement, voir la partie business, dans votre métier. Et c'est comme ça que derrière on recrute et qu'on structure des équipes de plus en plus grosses. OK, bah, écoute, c'est clair. Merci, merci Greg pour ce mot de fin. Merci à tous d'avoir suivi
ce live. On se retrouve du coup dans quelques semaines où on parlera plutôt agence et notamment avec l'exemple d'agence e-commerce. Je vous en reparlerai. Et puis si besoin, n'hésitez pas, vous retrouverez du coup le replay et les insights du coup dans la prochaine édition du coup de la newsletter Partnership Way. N'hésitez pas à la suivre du coup sur Substack. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Merci Politz, merci à tous.